Alors, évidemment, le sujet qui m'a été demandé, les Lumières et l'islam, pose déjà des problèmes, puisqu'il faudra d'abord définir ce que sont les Lumières et ensuite ce qu'est l'islam. Et si on faisait déjà cet exercice, on n'aurait pas le temps de commencer, qu'on serait encore au bout de quelques heures sur les définitions. Alors, dans quelque sorte, il s'agirait plutôt de dire qu'est-ce que les Lumières pensaient de l'islam. Donc, quel objet les Lumières ont fait de l'islam plutôt qu'un islam pur et dur, éventuellement transhistorique. Alors, qu'est-ce que ce sont que les Lumières? Ça, il y a des philosophes qui ont écrit depuis la fin du XVIIIe siècle pour essayer de définir les Lumières, et là, je répondrai seulement en historien. Les Lumières, c'est la conjonction de trois phénomènes qui sont historiquement liés, que évidemment on ne peut pas prendre de façon totalement séparée. Les Lumières, c'est d'une part la réaction intellectuelle à l'Europe des guerres de religion. C'est le fait que, disons, à la fin du XVIIe siècle, les intellectuels européens se sont réveillés avec une gueule de bois terrible en disant pourquoi nous avons fait de telles abominations que sont les guerres de religion, la guerre de 30 ans, et ainsi de suite. C'est le thème d'un célèbre livre de critique littéraire qui doit dater de près d'un siècle maintenant, enfin disons de l'entre-deux-guerres, qui s'appelait La crise de conscience européenne de Paul Hazard, qui mettait la séquence temporelle 1680-1720. Et de ce fait de réaction par rapport aux guerres de religion, cela a conduit la pensée européenne à prendre des distances par rapport aux phénomènes religieux. Le second élément des Lumières, c'est le processus gigantesque d'accumulation du savoir depuis l'invention de l'imprimerie. Depuis donc plus de 2 siècles, 2 siècles et demi, si on démarre au début du XVIIIe siècle, l'imprimerie a permis, sous forme commode, d'accumuler un savoir absolument gigantesque et à le diffuser, bien évidemment. Au XVIIIe siècle, vous avez non seulement des livres imprimés à foison dans tous les domaines, mais vous avez aussi des revues et des journaux qui participent très largement à cette diffusion. Alors, les hommes des Lumières sont ceux qui essayent d'interpréter cette masse de données gigantesques accumulées depuis le début de l'imprimerie. D'où leur côté, nous allons le voir, de tenter d'aller vers l'universel. Le troisième élément constitutif des Lumières, c'est l'émergence de l'État moderne dans le système européen, disons à partir des guerres de Louis XIV. Et cet État moderne, cette modernité de l'État, cet État efficace, trouvera d'ailleurs dans la pensée des Lumières son expression sous la forme de ce qu'on appellera le despotisme éclairé. Cet État moderne, et c'est pour ça que c'est évidemment lié au phénomène précédent, c'est un État fondé sur la culture de l'imprimé, avec maintenant des cadres de formation scientifique et littéraire absolument
élevé. Mais surtout, l'État moderne dispose de deux choses essentielles. Le premier, pour opérer sa montée en puissance, c'est pour ça qu'on parle des guerres de Louis XIV, l'État moderne construit un système fiscal qui s'adresse à l'ensemble de la société et qui inexorablement travaille à limiter, voire à essayer de supprimer les différents privilèges fiscaux pour amener les gens progressivement à une situation d'égalité. Et c'est en cela que l'État moderne est essentiel pour comprendre le XVIIIe siècle, parce que c'est la forme politique que prend le passage essentiel au XVIIIe siècle, qui est le passage de l'homo hierarchicus de l'Ancien Régime, l'homme des groupes, des hiérarchies, à l'homo aequalis, l'homme de l'égalité, qui arrive à la fin du XVIIIe siècle avec les deux déclarations des droits de l'homme, l'américaine et la française. Secondement, cet État moderne a une rationalisation de l'outil militaire qui lui donne des capacités de projection à très longue distance. À partir même déjà à la fin des guerres de Louis XIV, déjà dans la guerre de succession d'Espagne, qui tout le monde sait ici, c'est de 1701 à 1713, ou 1711, enfin, on peut mettre les différents terminus de la guerre de succession d'Espagne, mais surtout les guerres du milieu du XVIIIe siècle, sont déjà des guerres mondiales, puisque les puissances européennes se battent sur tous les continents. Et on se bat sur le continent américain, on se bat en Asie, autour de l'Inde, et on le verra tout à l'heure, l'un des grands enjeux de la fin du XVIIIe siècle, c'est qui contrôlera l'Inde. Et donc, par une simple réalité géopolitique, c'est-à-dire la capacité de projection des forces européennes à très longue distance, nous sommes déjà dans une structure politique de mondialisation. Or, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, cette capacité des forces européennes à se projeter dans le monde ne vient que marginalement d'une supériorité technique européenne. Certes, du point de vue des instruments maritimes, l'Europe a une avance technique absolument extraordinaire sur le reste du monde. On peut dire qu'au XVIIIe siècle, la flotte commerciale, voire militaire chinoise, disons la flotte commerciale chinoise, est peut-être encore plus importante en nombre et en tonnage que les flottes commerciales européennes. Mais les jonques chinoises restent en mer de Chine. Tandis que les bateaux européens sont sur toutes les mers du globe. C'est là la différence. Mais surtout, si vous considérez l'armement entre ce qu'on appelle les empires de la poudre à canon, qui sont les grands empires musulmans et autres non musulmans qui vont de la Méditerranée à la Chine, l'empire ottoman, l'empire iranien séfévide, qui s'effondre au XVIIIe siècle, l'empire du Grand Moghol, et puis ensuite l'empire mandchou, c'est ce qu'on appelle les empires de la poudre à canon, parce qu'ils ont tous adopté au XVIe siècle les armes à feu. Mais ces empires à la poudre à canon ont un armement à peu près analogue à l'armement européen. C'est encore des canons, des fusils, des musquets, etc., des pistolets qui sont fabriqués de façon totalement artisanale. Nous ne sommes pas encore à la production de masse dans le cadre de la révolution industrielle, parce que ce que je vous parle, c'est d'une période qui est antérieure à la révolution industrielle. Donc, une armée musulmane, quel que soit dans le monde, de vers 1750, a un armement marginalement moins bon qu'un armement européen.
Mais ce qui fait la force de la puissance européenne, c'est la capacité de rationalisation, de discipline, de structure, de projection, qui est totalement absente de l'autre côté. Il y a des raisons élémentaires. 50% de la population française est alphabétisée vers 1760. Donc, ça veut dire qu'on a au minimum cette répartition dans les armées européennes. Ça veut dire aussi que pratiquement tous les cadres d'officiers des armées européennes seraient des gens qu'on indiquerait aujourd'hui comme ayant un niveau de formation universitaire. Rien d'équivalent dans le reste du monde. Et le XVIIIe siècle voit le développement de ce qu'on appelle les armes savantes, en particulier l'artillerie. Et c'est là, évidemment, cette capacité de savoir, de structuration, de rationalisation, qui explique la puissance européenne antérieure à la révolution industrielle. J'ai fait ça parce que je ne veux pas faire un discours pour dire, voilà, ce qu'un tel pensait d'un tel, et ainsi de suite, c'est-à-dire faire un discours sur des discours. J'essaye de montrer quelles sont les réalités qui impulsent les discours que je vais maintenant vous décrire. Alors, sur la période immédiatement antérieure, la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est ce qui a vu l'émergence en Europe d'une nouvelle discipline scientifique que l'on appellera de façon anachronique l'orientalisme. Je dis anachronique puisque le terme orientaliste ne s'imposera dans le discours courant que dans les années 1830. Donc, l'autre jour, j'ai fait un papier sur Sylvestre de Sacy qui a vécu de 1760 à peu près à 1840. Et je dis, il a fallu à Sylvestre de Sacy d'avoir à peu près 60 ans pour savoir qu'il était un orientaliste. Donc, ce savoir orientaliste a été au départ ce que Lévi-Strauss, dans un article célèbre, avait appelé le second humanisme, c'est-à-dire l'intégration des sources orientales au savoir européen. Et ces orientalistes du XVIIe siècle avaient pour ambition de montrer que l'Orient était une source littéraire d'égale importance par rapport aux anciens. Autrement dit, ce qui s'est construit dans la seconde moitié du XVIIe siècle était l'abandon de la bipartition qu'on vous enseignait encore à l'école, quand on enseignait quelque chose à l'école, c'est-à-dire les anciens et les modernes, au profit d'une tripartition, les anciens, les orientaux et les modernes. Et le but des gens du seconde moitié du XVIIe siècle était d'aboutir à la constitution d'une littérature universelle, d'une littérature qui unifierait tous les flux venant des différents espaces-temps pour constituer une littérature universelle. Et c'est une réussite totale, puisque la naissance de la littérature universelle peut être paradoxalement considérée par la traduction par Adolphe Galland, professeur au Collège de France, évidemment, des Mille et une nuits, à partir de 1707 de mémoire. Et donc l'édition des la traduction édition des Mille et une nuits par Galland introduit massivement la littérature orientale dans la littérature européenne, d'où le fait qu'on ne peut plus parler de littérature européenne, mais de littérature universelle, puisque à partir de Galland, les Mille et une nuits vont devenir un des grands référents culturels de la culture européenne jusqu'à aujourd'hui. Et l'Orient va être systématiquement traduit de ce point de vue-là.
Donc ça, c'est l'héritage du XVIIe siècle, la littérature universelle. Les érudits du début du XVIIIe siècle continuent sur l'élan du XVIIe. Leur connaissance s'approfondit sur le monde de l'islam. Jusque-là, au XVIIe siècle, on avait surtout eu à disposition les encyclopédies islamiques tardives, c'est-à-dire les encyclopédies arabes de l'époque mamelouk, 14e et 15e siècle, qui étaient elles-mêmes des tentatives par les savants musulmans de constituer une espèce de synthèse de leur histoire et de leur savoir à partir du moment où ils avaient le sentiment que ce savoir était périssable, c'est-à-dire, André Miquel l'avait magnifiquement montré, à partir du choc traumatique de la prise de Bagdad par les Mongols, les penseurs musulmans ont senti le vent du boulet. Et donc, ils ont essayé de faire des grandes synthèses. Et c'est ces synthèses-là qu'ont connues les gens du XVIIe siècle et qu'ils ont commencé à traduire. Au début du XVIIIe siècle, on continue sur l'élan et on passe à des sources plus anciennes. Un exemple tout à fait clair, c'est dans les premières décennies du XVIIIe siècle que les érudits européens, par exemple, découvrent Tabari, les Annales de l'Islam, etc. On commence à avoir une ouverture sur des sources du 8e, 9e siècle, 10e siècle, des premiers siècles de l'islam, et plus seulement les encyclopédies tardives. Donc on a un savoir, et un savoir considérable d'érudition qui est doublé d'un second savoir, qui est celui des voyageurs. Et être voyageur en Orient, c'est presque une profession au XVIIIe siècle, bien que ce ne soit pas encore un genre littéraire. Le genre littéraire, il sera inventé par Chateaubriand au début du XIXe siècle. Vous avez donc tous les ans des publications dans toutes les langues européennes de voyages en Orient qui sont des tableaux des réalités orientales, des situations orientales. Et il faut bien le dire, ces auteurs se copient les uns les autres. Donc, il y a un art redoutable du copier-coller dans cette littérature du voyage. Et puis, vous avez un savoir politico-littéraire. Puis, pour le travail commercial et politique, les puissances européennes ont développé sous des formes diverses ce qu'on appelle le drogmana, c'est-à-dire des interprètes diplomates professionnels connaissant les langues orientales. Et à l'époque, c'est essentiellement le turc, l'arabe et le persan, ce qui nous intéresse ici, puisque la sinologie et l'indologie, ce sont d'autres sujets. Donc, ces droguements, ils font d'abord leur travail de diplomate. Ils font la liaison avec les autorités locales dont ils parlent la langue. Ils font leur travail de consul quand ils accèdent à des consulats. Mais ces droguements ont aussi une production d'ordre érudit. Ils traduisent des textes orientaux, de littératures orientales. Ils font même des études de grammaire et de langue. Un des grands droguements de la fin du XVIIIe siècle, Venture de Paradis, a fait la première grammaire du berbère. Ils font enfin des essais politiques ou de géopolitique. Alors, toutes ces sources qui sont produites par les érudits, les voyageurs et, disons, les diplomates érudits, faute d'autres qualificatifs, ou les droguements en général. Je rappelle que le mot français de droguement, ça veut dire traducteur, donné en français truchement. Par le truchement de. Un truchement et un droguement, c'est la même chose. C'est le même mot.
Tout ça alimente ce savoir constitué de la période des Lumières. Mais bien évidemment, quand on parle des Lumières, on parle pratiquement de plus d'un siècle. Et évidemment, vous avez des périodisations qu'il faut prendre en compte à l'intérieur de la pensée des Lumières. En particulier, et c'est facile à retenir, il y a un premier 18e siècle, il y en a un second, et la date charnière, c'est facile, c'est 1750. Nous verrons pourquoi 1750. Alors, ce que font les penseurs des Lumières, des premières générations des Lumières, c'est d'utiliser de façon systématique la méthode comparative. Ils inventent le comparativisme. À propos de tous les sujets, ils le font des comparaisons. Vous faites quelque chose sur l'Europe, mais en Orient, c'est comme ça. Et on fait une comparaison. Alors, le plus grand des comparativistes, celui qui a hélas inventé les sciences politiques, c'est Montesquieu. L'Esprit des lois est un immense livre comparatiste, dans lequel l'Orient est systématiquement présent, parce que tous ces grands philosophes des Lumières, je vous l'insister tout de suite, que ce soit Voltaire, Rousseau, Montesquieu, enfin tous ceux que vous avez pris dans les écoles, ils lisent les écrits des orientalistes. Et ils les possèdent très bien, les écrits des orientalistes. Ce n'est pas comme les penseurs d'aujourd'hui. Je me suis amusé à faire le travail d'analyser toutes les sources que Montesquieu avait utilisées quand il parle du monde de l'islam. Alors, dans la méthode comparativiste, dont le plus grand exemple est Montesquieu, il y a justement, comme vous le savez, ce décentrement originel qui est dans la lettre personne. Comment peut-on être persan? C'est déjà donc la volonté d'avoir un regard décalé. Mais surtout chez Montesquieu, il y a un projet politique. Et bon, Althusser l'avait jadis parfaitement démontré. Chez Montesquieu, il y a un projet politique qui est une condamnation de la monarchie absolue héritée de Louis XIV au nom des intérêts des corps intermédiaires représentés en particulier par la noblesse. Donc ça, c'est le projet politique. Dans ce cadre de projet politique, Montesquieu crée un déterminisme, qui est un déterminisme climatique. Les sociétés sont en ultime instance déterminées par les conditions climatiques dans lesquelles ils vivent. Et donc, l'Europe, qui est un climat tempéré, devrait avoir nécessairement un régime de liberté. Tandis que l'Orient, qui a un climat contrasté, est condamné au despotisme. Je caricature volontairement, mais c'est le sens de la démonstration. Donc la monarchie française, de Louis XIV et de Louis XV, est une portion d'Orient imposée à l'Europe qui devrait être spontanément libérale. Ça, c'est le texte sous-jacent de l'Esprit des lois. Autrement dit, Montesquieu, il ne sera pas le seul dans la pensée des Lumières, va utiliser systématiquement ce que j'appelle le fusil à tirer dans les coins. C'est-à-dire, on ne peut pas dire du mal de la religion chrétienne, surtout catholique. On ne peut pas dire du mal de la monarchie, parce qu'on aura des ennuis avec le pouvoir, avec la censure. Mais on peut dire du mal de l'islam et on peut dire du mal du sultan ottoman. De toute façon, ça n'a aucune importance parce que les lecteurs comprennent qu'on ne parle pas du sultan ottoman, mais de Versailles.
et qu'on ne parle pas de l'islam, mais de l'Église catholique. Ah, et ça, c'est la même méthode chez Voltaire. Donc une partie de l'islamophobie, entre guillemets, de Voltaire, il faut bien apprendre ce que c'est un masque pour viser tout à fait autre chose que l'islam. Alors, Montesquieu est partisan de ce qu'on appelle la théorie des invasions. La liberté en Europe s'est incarnée de deux façons différentes. La première chez les anciens, sous la forme de la cité antique. La seconde, après, chez les modernes, quand on parle des modernes au XVIIIe siècle, on parle à partir des grandes invasions et de la chute de l'Empire romain. Ça, il faut bien comprendre, l'histoire moderne commence à la fin de l'Empire romain dans le discours du XVIIIe siècle. Donc, chez les modernes, ce sont les conquérants germaniques qui étaient à égalité entre eux. Il n'y avait pas de dominant. Le roi n'était qu'un primus inter pares, un égal parmi les autres, qui se sont partagés le butin des conquêtes et donc étaient égalité, et donc ils étaient en égalité, donc ils étaient libres. Et finalement, la monarchie a confisqué progressivement le butin des conquérants à son profit pour créer un régime despotique. C'est ce qu'on appelle les libertés germaniques dans le discours du XVIIIe siècle. Alors, problème, c'est que les grands États asiatiques sont issus directement d'invasions. Les invasions turques, les invasions mongoles, les empires de la poudre à canon, que ce soit les Ottomans, les Safavides, le Grand Moghol ou les Mandchous, sont issus d'invasions directement datées qui ont créé directement des despotismes. Alors évidemment, ça pose problème. Et de ce point de vue-là, les critiques de Montesquieu se sont empressés de dire « Mais non, ça ne marche pas, votre truc, votre théorie. Regardez l'Empire ottoman, issu d'une invasion. » Et donc, une partie de la défense de l'esprit des lois, c'est-à-dire le texte complémentaire à l'esprit des lois, est une défense désespérée de Montesquieu pour contrer l'objection orientale à l'esprit des lois. Voilà à peu près ce système. L'Orient doit être despotique pour permettre au système de Montesquieu de fonctionner pour critiquer la monarchie française. Cela dit, il y a des tas d'autres choses chez Montesquieu, bien évidemment. Par exemple, quand il analyse les régences d'Alger ou de Tunis, il parle de république et non pas de despotisme. Quand il y a un passage très intéressant qui est au bord de l'anthropologie, puisque en Orient il fait chaud, les choses poussent plus vite. Donc, pour des raisons biologiques, en Orient, il naît plus de femmes que d'hommes et elles sont nubiles plus vite. Donc, le problème de l'organisation des sociétés orientales est d'organiser la gestion du stock excédentaire de femmes. Et c'est pour ça qu'il y a la polygamie. Et alors, ensuite, il raisonne, et là, il faut très suivre, très finement, parce qu'il ne peut pas s'exprimer publiquement, parce que c'est un sujet brûlant. Le christianisme est une religion orientale. Donc, à l'origine, le christianisme a dû faire face à l'excédent de femmes. Mais il n'a pas adopté la voie de la polygamie. Donc, il a utilisé la méthode inverse, qui a été de mettre hors jeu marital une partie importante des femmes en créant le monachisme féminin. Et de façon générale, en insistant sur la virginité des femmes.
Donc, par rapport à une situation de départ de déterministe, il n'est plus de femmes que d'hommes. Vous avez deux possibilités de réponse, soit la polygamie, soit la virginité. Donc, ça montre la souplesse du système de Montesquieu. Et au passage, vous glissez entre les lignes que ça, en Europe, il naît autant de femmes que d'hommes. Donc, le tabou de le système de virginité du monachisme féminin utilisé en Europe est une absurdité. Et donc, le christianisme est une religion orientale qui n'a rien à faire en Europe. Je vous dis, ils utilisent le canon à tirer dans les coins et de façon tout à fait subtile parce qu'ils ne peuvent pas le dire franchement. Ils le font par allusion. Et on voit donc comment fonctionne Montesquieu. Ce qui est essentiel pour nous, quand on lit Montesquieu, c'est de comprendre que son système n'est pas nécessairement fixiste, puisque par rapport à des déterminations en dernière instance, comme diraient les marxistes de ma jeunesse, il y a des réponses différentes. L'Europe doit être libre, mais la liberté peut prendre la forme des cités antiques ou des libertés germaniques. Et dans ce système-là, les déterminations permettent des libertés de choix, des options, mais vous n'avez pas de progression temporelle. Il y a un immense absent chez Montesquieu, c'est l'idée de progrès. Il y a bien une opposition des anciens et des modernes, mais il n'y a pas de progression entre les anciens et les modernes chez Montesquieu. Or, je vous le rappelle, parce que vous le savez tous évidemment, l'esprit des lois, c'est 1747. Ça vous montre que la pensée des Lumières de la première moitié du XVIIIe siècle reste une pensée fixiste. En revanche, 1751, Turgot, qui soutient cette thèse à la Sorbonne, donc 4 ans après Montesquieu, il commence par dire en Orient, il naît autant de femmes que d'hommes. Et il commence à entrer dans un système de calcul, dans une vision de l'histoire qui, elle, a un mouvement. Et c'est en effet vers 1750 que chez les intellectuels européens, il y a une découverte fondamentale. Nous, les Européens, nous sommes en situation de supériorité matérielle en termes de pouvoir sur le reste du monde. Et ça, c'est aux alentours des 1750. Voltaire le dit, nous sommes nés bien après, mais nous sommes allés plus loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir de la méthode comparative, on est passé de la littérature universelle à l'histoire universelle. Et à partir du moment où vous entrez dans l'histoire universelle, le terme est couramment utilisé chez les auteurs des Lumières. L'essai sur les mœurs de Voltaire, c'est une histoire universelle. On parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle des pays musulmans, en même temps que l'on parle de l'Europe. On crée, en faisant de l'histoire universelle, le problème qui va rester jusqu'à une époque très récente. Est-ce que l'histoire a un sens? Est-ce que l'histoire a un sens? Et là, bon, évidemment, il faut comprendre que les gens de 1750 ont le sentiment, pour la première fois, ils n'utilisent pas le terme, c'est un terme du XXe siècle, mais il correspond exactement à la mentalité de 1750, qui est un phénomène de décollage qui est en train de s'opérer.
L'Europe est en train de décoller, et en décollant, elle est en train de s'éloigner à toute vitesse du reste du monde. Le problème, c'est que les historiens ont donné raison aux gens de 1750. C'est en effet aux alentours de 1750 que pour la première fois dans l'histoire, sur de la longue durée, la croissance économique passe de 0,1% par an aux alentours de 1% par an. On entre en effet dans le grand mouvement de croissance économique qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque les historiens, je vous ramène le dernier livre de Piketty, le démontre magistralement. Si on prend sur 2 siècles et demi, la croissance économique mondiale est de 1 à 1,5% par an sur 2 siècles et demi, et ça commence aux alentours de 1750 en Europe. Et ce sentiment de décollage économique, les Européens le comprennent sous une forme nouvelle, sur un concept nouveau, qui est le concept de progrès. Un progrès, c'est un mouvement. Or, pour déterminer un mouvement, vous devez avoir des points de repère. Sinon, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un mouvement. Vous savez, c'est le problème quand vous êtes dans le train. Vous ne savez pas si c'est votre train ou si c'est le voisin qui roule. Il faut avoir des points de repère. Les seuls points de repère disponibles pour déterminer le progrès, c'est votre propre passé et les autres. Autrement dit, ce que commencent à dire les voyageurs européens en terre d'islam à partir de 1750, c'est de dire, en Orient, on trouve le passé de l'Europe. Volney, par exemple, vers 1780, quand il parle des villes ottomanes, elles disent « elles ressemblent à nos villes du XVIe siècle ». Mais c'est le discours. C'est d'où la naissance d'un exotisme nouveau. L'Orient, c'est du passé dans le présent. Ça, c'est évidemment la dimension constitutive de la seconde partie des Lumières, celle d'après 1750. Alors, de ce point de vue-là, il est très intéressant, par exemple, de voir ce qu'écrivent les gens des Lumières sur le prophète. Le prophète, bon, il draine avec lui, évidemment, quelques, disons, 12 à 13 siècles, ou enfin même plus, disons 13 siècles de discours chrétiens contre lui, qui ont opposé que c'était un imposteur, que c'était quelqu'un qui avait tout piqué aux hérétiques, et que probablement, au départ, l'islam est une hérésie chrétienne. Je n'insiste pas, je pense que John Toland a évoqué tout cela ce matin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la pensée européenne de la seconde moitié du XVIIIe siècle, commence à naître un projet de recomposition sociale de la société européenne, qui accompagne le passage de l'homo hierarchicus à l'homo aequalis. Et donc, le personnage qui devient central dans la pensée européenne du milieu du XVIIIe siècle, c'est celui qui fonde une société nouvelle. C'est ce personnage que l'on appelle dans la pensée européenne le législateur, qui est au centre du contrat social de Rousseau.
Or, quand on parle de législateur, évidemment, d'un côté, on en fait un être mythique qui construit une société nouvelle, mais d'autre part, on prend des exemples historiques de législateurs. Et aussi bien chez Voltaire que chez Rousseau, le prophète est un législateur au même titre que Moïse chez les Juifs et Dracon ou Solon chez les Grecs. Quand vous voulez avoir un exemple de législateur, vous faites référence au prophète. D'où le fait que Voltaire, comme Rousseau, disent énormément de bien du prophète en tant que législateur. Voltaire dit du mal du prophète dans sa tragédie Mahomet, mais parce qu'il vise le christianisme et les religions en général. Mais quand il parle de refondation de société, il dit tout. Et Rousseau cite le prophète lui-même dans le contrat social, comme modèle de législateur. Donc, vous voyez, vous avez, à partir de la figure du législateur, l'idée d'un personnage positif pour le fondateur de l'islam. Et évidemment, c'est quelque chose qui va influencer la seconde moitié du XVIIIe siècle, puisque les deux grands antagonistes, que sont Voltaire et Rousseau, sont d'accord sur ce point. Vous avez aussi, dans cette reconstruction du monde, une meilleure connaissance des sociétés orientales, parce que tout simplement, vous continuez d'accumuler des connaissances, vous avez de plus en plus de voyageurs, vous avez de plus en plus de diplomates érudits, et vous connaissez de plus en plus de textes. Et de ce point de vue-là, dès 1760 à peu près, tout le monde comprend que la figure du despote oriental telle que l'a écrit Montesquieu n'a pas de rapport avec la réalité orientale. Parce que l'Orient est en décadence. Ou en tout cas, il est en décalage de puissance par rapport à l'Europe. Ça, c'est essentiel à comprendre, ce décalage qui est maintenant tangible dans la décennie 1750. Il se passe avec l'Orient ce qui s'est passé pour nous avec l'Union soviétique. Nous avions, jusqu'à 1970, voire même 1980, une vision apocalyptique du totalitarisme soviétique qui, avec ses capacités de mobiliser de la puissance, pourrait nous écraser sous les ordres de l'armée rouge qui sont à 2 étapes du Tour de France. C'est de Gaulle, hein, l'armée rouge est à 2 étapes du Tour de France. Et puis, brusquement, vous avez une description d'une société qui s'effondre économiquement, qui n'est plus capable de produire, qui est en pleine dégradation économique, etc. Pour ceux qui sont suffisamment âgés ici, ça rappelle des choses. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe vers 1750. Les sociétés orientales qui pouvaient être des menaces, ou en tout cas qui étaient des puissances, cessent d'être des puissances pour devenir des proies. Alors là, il faut revenir à la géopolitique. Une journée, 1757, dans le Bengale, la bataille de Plassey. Petit épisode de la guerre de 7 ans que vous connaissez tous par cœur, comme d'habitude. Et donc, à Plassey, la petite armée de soldats orientaux, Sipahi, encadrée par des officiers britanniques de la Compagnie britannique des Indes, écrase l'armée du Nawab du Bengale. C'est fini, là, en une seule journée. La capacité organisationnelle des armées européennes fait que maintenant, aucune armée orientale ne peut tenir.
Et du coup, en une journée, la Compagnie britannique des Indes s'empare de la totalité du Bengale, c'est-à-dire un pays qui doit faire 5 ou 6 fois la population des îles britanniques. Et à partir du Bengale, en quelques décennies, en 2 ou 3 décennies, les Britanniques contrôlent l'essentiel du subcontinent indien. Démonstration de la surpuissance européenne. Aucune société orientale ne peut résister à une armée européenne. Bien. Second point, la guerre de 7 ans, toujours. 1763, traité de Paris. La puissance, la France perd le Canada. Conserve quelques Antilles. 1783, fin de la guerre d'indépendance des États-Unis, la Grande-Bretagne perd la totalité de ses colonies américaines, à l'exception du Canada et des Antilles. Chez les géopoliticiens des Lumières, il est clair que le chapitre européen de l'histoire des Amériques se termine. 60 ans avant la déclaration de Monroe, l'Amérique devient hors de portée pour l'Europe. Et pour les géopoliticiens des Lumières, il est évident que les colonies espagnoles et portugaises vont suivre le mouvement des colonies britanniques. Donc l'Amérique s'est terminée. L'Amérique s'est terminée, mais l'Asie est ouverte, puisqu'à Placé, une petite armée européenne a pu conquérir le Bengale. Il y a donc un transfert géopolitique majeur. L'expansion européenne quitte les Amériques pour se tourner vers la conquête de l'Ancien Monde. Problème. La conquête des Amériques s'était faite au nom du christianisme. On avait amené la croix, on avait converti massivement les indigènes, ou si c'était des protestants américains, enfin anglais, on les exterminait. Les Français ne les exterminaient pas, les Espagnols et les Portugais ne les exterminaient pas, les Anglais les exterminaient, mais le but, si on n'exterminait pas les gens, c'était de les convertir. Et de toute façon, là où il y avait des prêtres catholiques, il y a toujours, que ce soit au Canada ou en Amérique, qui allait devenir l'Amérique latine, on a passé son temps à essayer de convertir les Indiens. Les Lumières prennent des distances croissantes avec le christianisme. Si on retourne l'expansion européenne sur l'Ancien Monde, on ne peut plus le faire au nom du christianisme. 1, parce qu'on n'y croit plus. 2, parce que les indigènes n'en voudront pas. Ils seront musulmans, bouddhistes, indianistes, confucianistes, tout ce que vous voulez. Ils ne vont pas changer de religion. Vous allez donc avoir une opération fantastique dans le système de référence des Lumières qui va être la condamnation de l'expansion européenne en Amérique faite au nom du christianisme pour permettre de créer une nouvelle idéologie conduisant à la conquête de l'Ancien Monde. Alors la première partie, c'est facile, c'est la Bérénale, histoire de la conquête des Européens dans les deux Indes, qui est le catalogue des atrocités européennes commises dans les Amériques. Ce passage, c'est signé Raynal, mais c'est largement écrit par Diderot. De même, on commence à contester l'esclavage. L'esclavage est étroitement associé avec les Amériques. C'est à partir de 1750 que commencent à naître les mouvements anti-esclavagistes
en Europe. Et il faut bien comprendre que c'est dans le cadre de ce pivot qui est en train de se tourner dans l'expansion européenne. 1768, vous le savez tous, c'est le premier partage de la Pologne. Le seul État à la demande de la France qui essaye d'intervenir pour sauver les Polonais, c'est l'Empire ottoman. Manque de chance, il prend une série de dégelées massives de la part des Russes, qui envoient une flotte la flotte de Baltique passe en Méditerranée, ravage la Méditerranée orientale. Au passage, ça deviendra rituel, on bombarde Beyrouth. Donc, l'Empire ottoman va apparaître au bord de l'effondrement. C'est ce que postérieurement les historiens appelleront la naissance de la question d'Orient, que l'on fera naître de cette guerre russo-ottomane de 1768-1774, qui, comme tout le monde sait ici, se termine par la paix de Küçükçay, qui était une grande date dans l'histoire de l'islam, mais pour d'autres raisons. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on va faire de l'Empire ottoman? L'Empire ottoman, depuis le XVIe siècle, fait partie du système politique européen. Il est un élément de l'équilibre européen. C'est pour la France la grande alliance de revers, depuis François Ier. L'alliance de revers, puisqu'il y avait la maison d'Autriche qui était l'ennemi de la France. Le revers partait de la Suède, l'Empire ottoman, etc. Toutes les puissances qui se trouvaient au-delà de la maison d'Autriche pour prendre à revers la maison d'Autriche. Sinon, vous ne comprenez pas les guerres de Louis XIV et toute la sauce. L'alliance de revers est en train de s'effondrer. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que dans la guerre de 7 ans, il y a eu le renversement des alliances. La monarchie française s'est rapprochée de la maison d'Autriche, est devenue l'allié de la maison d'Autriche, et a pris en revers, enfin son ancien revers qui était la Prusse, commence à devenir l'ennemi, et ainsi de suite. Dès lors, nouveau problème pour la diplomatie française. Est-ce que l'on participe au partage de l'Empire ottoman? Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit dans un cadre amiable entre Européens, pour que chacun ait son morceau, pour maintenir l'équilibre européen. Ou au contraire, on essaye de défendre l'Empire ottoman. C'est-à-dire, la question est de savoir si cette structure vermoulée peut-elle survivre pour rester un élément du dispositif politique européen. Alors, les hommes des Lumières utilisent comme image, non pas l'homme malade. L'homme malade, ça apparaîtra en 1850. L'image qui est utilisée, c'est celle de l'arbre vermoulu. S'il est vermoulu, il peut tomber sous l'orage, mais un bon jardinier pourrait le remettre sur pied et le faire revivre. C'est l'image qui est utilisée par les hommes des Lumières, savoir si un bon jardinier peut sauver l'arbre ottoman. Et dans la pensée des hommes de Versailles, autour de Vergennes, ancien ambassadeur à Constantinople, c'est la seconde image, celle du jardinier, qui s'impose. Il faut sauver l'Empire ottoman de lui-même, et on ne peut le faire qu'en lui imposant une cure de modernisation. C'est-à-dire lui envoyer des experts militaires pour restructurer ses armées, et ensuite des enseignants pour restructurer son enseignement. Ce qui implique au passage que les Ottomans doivent adopter l'imprimerie. C'est dans le programme. En fait, autour de Vergennes, pour la première fois, aux alentours de 1770, apparaît
tout ce qu'on appellera jusqu'à aujourd'hui les programmes de coopération et de modernisation endogène des sociétés non européennes. Et du coup, donc, la France envoie des missions militaires pour moderniser l'Empire ottoman, pour qu'il reste un élément de l'Empire. Mais d'autres fractions de l'appareil d'État français sont au contraire partisans du partage de l'Empire ottoman. Autrement dit, dans le débat d'idées entre 1770 et la Révolution, vous avez la question de savoir si on peut solver ou non l'Empire ottoman. Je vais essayer de synthétiser pour la dernière partie. Simplement pour introduire quelques idées majeures, si vous me voulez. Donc, sauver l'Empire ottoman, le moderniser, débat d'idées s'il en est, mais dans le cadre d'une vision historique de l'histoire. C'est dans cette dernière génération des Lumières, celle, en gros, du dernier tiers du XVIIIe siècle, celle que rétrospectivement on appellera la génération des idéologues, ceux qui feront la Révolution française. Ben, ils inventent ce que j'ai appelé jadis le Club méditerranéen de l'histoire de la raison. L'histoire a maintenant un sens. Et son sens, c'est l'histoire de la raison. Ou ça c'est Hegel qui l'appellera l'histoire de la raison. Les Français appellent l'histoire des sciences et des arts. Les sciences et les arts sont nés en Égypte, chez les pharaons. Ça, on en est sûr parce que c'est ce qui est le plus ancien. Et en plus, les Grecs ont dit qu'ils ont tout pris aux Égyptiens. Alors, on ne sait pas trop ce qu'étaient les Égyptiens. On suppose qu'ils étaient très sages. Donc, on fait des anciens Égyptiens l'image de la sagesse. Et si vous prenez, par exemple, la flûte enchantée de Mozart, c'est ce modèle. Au passage, l'Égypte a un intérêt considérable, c'est que la dernière génération des Lumières, elle est franchement antichrétienne, en tout cas en France. Or, qu'est-ce que promettent les chrétiens à leurs ouailles? C'est des rites funéraires. L'Égypte permet de créer un système de référence funéraire non chrétien. Et ça explique la vague d'égyptomanie qui frappe l'ensemble de l'Europe dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, le tout lié évidemment à la franc-maçonnerie qui se revendique d'une origine égyptienne. Ensuite, les sciences et les arts sont passés chez les Grecs et les Romains. Alors là, ils n'ont pas tellement fait progresser les sciences et les arts, ils étaient moins sages que les Égyptiens, mais comme on l'avait dit une camarade Montesquieu, ils étaient libres, ils étaient le civisme. Donc, sagesse, civisme. Ensuite, troisième étape de l'histoire, c'était les Arabes. Les Arabes, eux, ont perfectionné les sciences et ont même inventé un certain nombre. Vous ouvrez l'encyclopédie, à chaque article scientifique, il commence par un historique de la science en question. Chez les anciens, c'était. Chez les Arabes, c'était. Chez nous, c'est. Les Arabes sont les prédécesseurs immédiats des Européens dans la voie des sciences. Ce sont des quasi-Européens qui ont fait la même chose que ce que les Européens sont en train de faire maintenant. Malheureusement, ils ont perdu. Et ils ont perdu parce qu'ils ont été victimes de la coalition du despotisme et du fanatisme. Ce qui est un avertissement pour nous, Européens. Faites attention au fanatisme et au despotisme, parce que sinon on aura le même sort que les Arabes. Bon.
Et évidemment, les sciences et les arts, les sciences des Arabes sont venues chez nous à partir du XIIIe siècle. Donc, nous sommes les héritiers des sciences des Arabes. Et puis, bon, là, je complète la démonstration, même si c'est une anticipation. La Révolution française restaure le civisme. Et on va retrouver la sagesse en Égypte, avec une armée de 40 000 soldats. Mais ça, c'est en dehors du programme. Mais ça vous montre cette histoire cyclique, qui était en gros encore celle que j'avais dans mes manuels de 6e, il y a 45 ans. Je ne sais plus où sont les programmes d'histoire aujourd'hui, mais le Club Med était en gros ceux qui étaient enseignés quand j'étais lycéen. Donc ça, c'est la nouvelle histoire, ce qui fait que les Arabes, pas l'islam, mais les Arabes, deviennent un élément important dans l'interprétation européenne de l'histoire. Le second point qu'il faut retenir, c'est, comme je vais expliquer tout à l'heure, l'aristocratie européenne descend des conquérants germaniques. Enfin, elle pense l'être. En particulier l'aristocratie française. C'est ce qu'a dit Montesquieu et que disent tous les autres. Donc, les invasions ont amené des aristocraties au pouvoir, et les gens comme Turgot font la démonstration, et puis ensuite Volney, que, en fait, les sociétés orientales sont dirigées par des despotismes militaires issus des invasions, qui sont l'équivalent des aristocraties européennes d'Ancien Régime. Et donc, si on se débarrasse des aristocraties germaniques en Europe, en France en tout cas, c'est ce que dit Sieyès, renvoyez-les dans leur forêt de Franconie, en 1789, dans Qu'est-ce que le tiers-État? Eh bien, pourquoi les Orientaux, en particulier les Arabes, ne renverraient pas les Turcs dans leur steppe? Ça commence à apparaître dans une série de pointillés de la pensée des Lumières. Alors, le problème est de savoir si les Orientaux, les Arabes, les Kurdes, tous ces Arméniens, tous ces peuples d'Orient veulent-ils être libérés ou non de leurs dominateurs? Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, l'Empire ottoman n'est pas un empire turc. C'est une structure d'ancien régime d'autorité fonctionnelle, où vous avez en effet une classe dirigeante qui fonctionne en tant que fonction sociale. Et ce que font les penseurs des Lumières, c'est de transposer leur vision ethnique de leur propre société, qui oppose Germains contre Gallo-Romains, aux sociétés orientales, turques, contre arabes. Ils font la transposition. Dans le cadre d'un projet d'expansion européenne sur l'Ancien Monde. Alors, ça donne quoi? Ça donne que si on veut s'étendre sur l'Ancien Monde, on ne peut pas le faire au nom du christianisme, pour les raisons déjà citées. Ensuite, on ne peut pas le faire comme les Anglais. Parce que qu'est-ce que font les Anglais en Inde? Les maudits godons. Ils sont en train de faire du despotisme militaire. Qu'est-ce qui est la plus grande représentation de despotisme militaire dans la pensée des Lumières que la Compagnie britannique des Indes? Ce n'est pas moralement satisfaisant. Et les Anglais sont les premiers à convenir que ce n'est pas moralement satisfaisant d'apparaître comme des despotes. D'où, dès la fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre va moraliser ses conquêtes des Indes et dire que certes, ils conduisent les Indes de façon despotique, mais au nom d'un despotisme éclairé au profit des populations,
ce qui donnera naissance au XIXe siècle au discours du fardeau de l'homme blanc, le White Man's Burden, mais qui est né de cette situation que être despote n'est pas moralement satisfaisant, tandis que si on se sacrifie au profit des populations, ça, c'est moralement satisfaisant. C'est toute l'originalité de l'être humain, il a toujours besoin d'excuses morales pour ce comportement. Pour les Français, ce n'est pas satisfaisant, d'abord parce qu'ils ont perdu leur conquête des Indes, puisque les Anglais les ont virés dans la guerre de 7 ans. Et d'autre part, les Français, ils sont en train de refaire le monde. Là, il faut comprendre la dynamique des Lumières finissantes. Il y a un terme que Piketty utilise beaucoup dans son dernier livre, mais dont on n'a pas saisi l'importance, qui est la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'utilité sociale. Toute la pensée de la fin des Lumières tourne autour de l'utilité sociale. Ce que font les hommes des Lumières finissantes, c'est de repasser toutes les institutions humaines au crible de l'utilité sociale. Et l'utilité sociale est définie comme celle qui apporte le bonheur maximum aux individus tout en poussant à l'intérêt collectif. C'est les deux critères. Il faut que ça, à la fois, ça apporte à l'individu et que ça bénéficie au collectif. Donc on refait tout le monde à partir du critère de l'utilité sociale. Mais alors, si vous faites ce critère pour toutes les institutions européennes, y compris les institutions anthropologiques, le mariage, etc., pourquoi s'arrêter à l'Europe? L'Orient aussi, on le passe au même crible. On va faire à l'Orient exactement la même opération que l'on fait en Europe. Il n'y a aucune raison, puisque dans l'universel, que l'on ne fasse pas ça aux sociétés orientales et en particulier aux sociétés islamiques, parce que ce sont les voisines directes. D'où l'idée qui, dans le cadre de cette question d'Orient, qui occupe les géopoliticiens de la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française est un entracte, puisque 1787, c'est une nouvelle guerre russo-turque avec des Autrichiens. Bon, les Français sont hors jeu parce qu'ils commencent à faire la Révolution. Alors, c'est vrai que les Russes sont obligés de lâcher le paquet pour deux raisons. Le premier, parce qu'on est 1792 et que la Révolution française commence à faire diversion à la question d'Orient. Et la seconde, c'est que l'Angleterre veut maintenant protéger l'Inde. Ce qui deviendra le grand principe du XIXe siècle, touche pas à la route des Indes, s'applique en 1788, quand une armée russe descend sur la mer Noire, prend la ville d'Otchakov et menace Constantinople. Pour la première fois, une flotte de guerre britannique prend position dans les détroits et Londres envoie le message « Arrêtez, parce que vous touchez à la route des Indes ». C'est le début du 19e siècle déjà. Nous, en France, on s'en fout parce qu'on a fait la Révolution, on s'en aperçoit pas. Mais en fait, les guerres de la Révolution, c'est pas grand-chose. C'est 1792-1795 pour les traités de Bâle et 1797 pour Campo Formio. Autrement dit, ça dure 5 ans, ce qu'on appelle les guerres de la première coalition. La seconde coalition commence en 1798 et c'est plus pour l'Europe. C'est pour l'Orient, puisqu'elle commence par l'expédition d'Égypte. Car en fait, le problème des révolutionnaires français, c'est le problème, enfin des problèmes annexes, c'est le rapport à l'islam. Le seul État européen qui ne rompt pas les relations diplomatiques avec la République française, c'est l'Empire ottoman. D'ailleurs, le sultan Selim, alors cette phrase historique, au moins une république, ça n'épouse pas une archiduchesse autrichienne.
Et vous aurez tout un discours ottoman en disant « savons très bien les désordres, le potentiel de violence que cette révolution en France cause, mais nous voulons tenir un dialogue pour que les éléments modérés dans la société française puissent l'emporter sur les éléments radicaux. » Je vous jure, ils disent ça, hein, les Ottomans, en 1795. 1797, fin de la campagne d'Italie. Bonaparte déboule sur l'Adriatique, s'empare de Venise, Zante, Céphalonie, Corfou. La grande nation est maintenant voisine de l'Empire ottoman. Alors là, on commence à paniquer à Istanbul. C'était bien de tenir un discours de modération quand il y avait quelques milliers de kilomètres, mais maintenant, ce sont nos voisins. Et des voisins devant lesquels aucune armée européenne ne tient. Et c'est dans ce contexte que Bonaparte réfléchit à une expédition d'Égypte, qui est un vieux projet de la monarchie depuis 20 ans, ou de certains cercles de la monarchie française. C'était entre autres un projet de Choiseul, et l'héritier intellectuel de Choiseul, c'est le nouveau ministre des Relations extérieures, Talleyrand. Dans ce cadre-là, pourquoi aller en Égypte? Il y a des tas de raisons. Entre autres, pour couper la route des Indes, géopolitique, et aller ensuite en Inde pour libérer les Indiens. Mais au passage, on va libérer les Égyptiens. Pour la première fois, à l'issue du discours des Lumières sur l'islam, aboutit un discours de libération. Quand les Français débarquent le 1er juillet 1798 à Alexandrie, ils annoncent qu'ils viennent libérer les Égyptiens, qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient occupés, mais ça, c'est un autre problème. D'où commence, j'en ai fait la démonstration, un cycle européen de libération nationale des pays orientaux, qui commence le 1er juillet 1798, qui se termine avec George Bush en 2003 en Irak. Parce que si vous prenez la proclamation de George Bush, rédigée par les néoconservateurs, elle ressemble étrangement à celle de Bonaparte, rédigée par les idéologues. Alors, voilà. Alors, dernier point. Quand l'historien regarde tout ça, toute cette pensée de lumière dont j'ai essayé de montrer à la fois tout le travail intellectuel, parce que c'est d'abord une mise en synthèse d'une totalité d'un savoir, les Lumières, mais en même temps, vous avez des enjeux de pouvoir, des enjeux géopolitiques, des conceptions de l'histoire de l'humanité, etc. Pour une Europe qui pose la grande énigme historique sur laquelle des grands historiens comme Fernand Braudel se sont cassés les dents, l'énigme est la suivante. La pensée des Lumières accompagne le passage de l'homo hierarchicus à l'homo equalis. Or, elle est antérieure à la révolution industrielle, qui est en effet le passage à la société des égaux. D'où ce problème essentiel dans lequel s'est enferré plusieurs générations d'historiens marxistes. Il fallait la Révolution française pour qu'il y ait la Révolution industrielle. Il fallait une bourgeoisie française qui prenne le pouvoir pour faire la Révolution industrielle. Alors qu'un bon marxiste, ils auraient dû dire la Révolution industrielle doit se passer d'abord, avant la Révolution intellectuelle. Et c'est comme ça que les marxistes, jusqu'à Albert Soboul, se sont plantés sur ce problème. Alors, quand vous regardez l'orientalisme, c'est la même chose. Les hommes des Lumières vous parlent d'un Orient dans lequel il y a des États arabes, il y a des nations arabes, il y a des États éventuellement arméniens, kurdes, etc. Ils décrivent un Orient qui n'a aucun rapport avec l'Orient de leur temps, mais qui sera l'Orient qui va venir.
Alors, c'est évidemment une autre énigme pour l'historien. C'est pour ça que, largement pour moi, la pensée de Lumière est une pensée anticipatrice, qui décrit un monde à venir bien plus qu'un monde tel qu'il est. Et le problème, c'est qu'ils ont raison, puisque le monde qu'ils énoncent va se produire. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est le problème du 19e et du 20e siècle. Voilà, j'ai été trop long, maître.